Waletera omakongo tukakusungi na kekumanga lwangu lenga mulaza pangala ongo imuna kongo tukakumwetetea kakongo kongo lyeto lyane lugengo kongo lyeto lyane kongo nini netsafu nepanzu yaya nzinga yalamba kwa makufu matatu makufu matatu maleko ukalelea omakongo kongo yatusisila bakulu kongo takitabashe masinga kongo imuna kongo kenzoka kongo wakenzolanza sala wayala wayala sanda kantandu kamutsiko tobola nkosi tobola ngoya kongo imuna kongo kongo imuna kongo kongo imuna kongo. Un passage du livre sacré de la religion de la race noire, dit ceci. De l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, était sorti l'Esprit du Soleil. De l'Esprit du Soleil, était sorti le feu créateur. De l'océan de feu du Soleil, était sorti la mère Terre, qui met au monde ses enfants, les plantes, les animaux, et les hommes, de la race des fils de la Terre. La planète Terre, met au monde ses enfants. Après cela, nos pères, venus du ciel, de la lumineuse étoile Kakongo, vinrent sur la terre, à l'aide d'un char de feu, qui atterrit sur le plateau de l'Éthiopie, dans le monde de Katkyopa. Sur la terre de l'Éthiopie, les Bana Bazulu, se marièrent avec les Bana Batoto, les Bala Batami, venus de l'Inde. De ces mariages, étaient issus les Bena Congo. Après le déclin de la civilisation égyptienne, en l'an 220 avant l'ère des poissons, un archange du nom de Mwanda Congo, apparut au Majmbomé Bazulu, et lui confia la mission d'être le dirigeant des Bana Congo. S'adressant au peuple Congo par l'intermédiaire du Majmbomé Bazulu, l'archange Mwanda Congo dit: pour la confusion des nations, et cela jusqu'à ce que le temps prévu par le Seigneur Mwanda Congo arrive, dès maintenant les nations vous connaîtront sous mon nom de temple. Vous êtes les Béni Congo, les Bana Congo. Vous quitterez le nord pour le sud, la tête pour le cœur. Vous cacherez les mystères de la Sainte Loi dans les caves du cœur de Katshopa, et vous cacherez les 12 dans 3. Quand les peuples barbares du monde des ténèbres arriveront à transformer la sainte tradition, qui est en soi noire, en une tradition blanche, alors vous abandonnerez ce grand repas qu'ils auraient empoisonné. Et alors viendra la nouvelle alliance avec mon peuple élu, le peuple Congo. Tu es la nation qui a été choisie pour me servir. Tes premiers ancêtres sont venus du ciel, de l'espace, mais toi, tu es né en Éthiopie. De l'Éthiopie je t'ai amené en Équipata. Et maintenant je te fais sortir de l'Équipata et je t'envoie loin au-delà de l'Éthiopie, pour y être la tête, et le cœur, de cette grande région de Timanessi, qui va de l'océan Katshopa, Kalunga, jusqu'aux sources du Nil. Tu iras vivre au pays de ce grand roi, le grand Mani Congo qui viendra du ciel, de l'espace. C'est là que les prophéties s'accompliront pleinement. Car en vérité, dit le Seigneur, lorsque les fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement les peuples de la terre du droit chemin, la lumière qui réhabilitera le monde, proviendra de Congo Diagne Totela, au temps prévu par le Seigneur, lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Ainsi, sous les directives éclairées du Majmbomé Bazulu, les Bana Congo du Sahara, de Canaan, de Madian, de Moab, de la Nubie, et de l'Égypte vont se regrouper en Éthiopie, et commencer la grande migration qui va les conduire vers l'inconnu. Les Bana Congo vont laisser l'Éthiopie en direction du Tanganyika et finiront par atteindre la terre qu'ils nommèrent, dit Zimeba, qui est l'actuel Zimbabwe. Après la mort du Majmbomé Bazulu, l'archange Mwanda Congo consacra Nkulu Sanusi, qui devint le dirigeant des Bana Congo. Après le Zimbabwe,
sous la conduite de la prophétesse Mamam Bangala Mabenevoa, la femme à 9 mamelles, les Bena-Congo entrèrent dans le désert du Kalahari. C'est là où ils commencèrent à se marier avec les Pygmées. L'union des Bena-Congo et des Pygmées produisit les héros de la Namibie, qui, jusqu'à nos jours parlent des langues semblables à celles des Pygmées. Traversant le désert de Kalahari sous une grande purification, tous les Bena-Congo qui s'étaient mal comportés et qui avaient péché aux Imebaboué, y périrent par les coups de foudre et de tonnerre. Une nouvelle génération de Bena-Congo naîtra du désert de Kalahari, et va entrer dans le pays de la terre promise. Lors de ce voyage, une souche de Bena-Congo va perdre l'itinéraire et s'orienter vers le sud. De cette souche, sortira les Zoulous de l'Afrique du Sud. En l'an 320, de l'ère des poissons, sous la conduite du prophète Sansukulu Akanda, les Bena-Congo vont traverser le fleuve Kunene, et occuper la première région de la terre promise. Les Bena-Congo avaient réussi à prendre les terres de Kwandu, Kubangu, Okavanbu, Kunene. Ils baptisèrent cette première province du pays, Congo-Diampangala, en raison de la grande chaleur de cette région. La première capitale du pays fut installée à Kimpemeba. En l'an 420, de l'ère des poissons, sous la conduite éclairée du prophète Kodipwanga, les Bena-Congo prennent les terres de la deuxième province du pays sous l'appellation de Congo-Diakwimba ou Congo-Diamulaza, et la capitale fut déplacée à Kaemeba, puis à Féchi, dans la région actuelle de Bandundu. En 424, toujours de l'ère des poissons, les Bena-Congo ont réussi à prendre les terres du Kwangu, Luangu, Kwiu, Lulua, et construisirent le Congo-Diakwimba. Après le Congo-Diakwimba, les Bena-Congo sont allés pour arracher la terre de Katanga. Arrivés au Katanga, les Bena-Congo se sont mariés avec les Katangais. De cette union naquirent les tribus des Balunda et Tukongo, du Katanga. En 529 de l'ère des poissons, sous la conduite du prophète Tutidiatia, les Bena-Congo occupèrent la terre de Nzazavumba, et ils construisirent le Congo-Dialuangu. Ils ont traversé le Nzadjiamwanza, faussement appelé fleuve Congo, et ont occupé la troisième province du pays, nommée Congo-Dialuangu, ou Congo-Diampanzu, en mémoire de l'ancêtre forgeron. La capitale fut ramenée à Zimba, dans le Manianga actuel. Après l'ascension de Nesegelembele, les Bena-Congo vont longer le fleuve Mwanza et le traverser à Nsandanzondo. En 690, de l'ère des poissons, sous la conduite du prophète Nimi Alukeni, les Bena-Congo occupèrent la terre de Kwanza, et construisirent la ville de Mbanza-Congo. Sous la direction éclairée du prophète Kulunsi, les Bena-Congo atteindront la montagne sacrée appelée montagne de l'Ameba, montagne de Nkomba-Wungudi, montagne de Nkaila, et appelée aussi, montagne de Congo-Diantotela. Avant de gravir cette montagne, les Bena-Congo vont rester pendant 40 jours au bas de la montagne pour se purifier. Et enfin le grand prêtre Nkembo Vamoneswa, avec 12 vieillards, gravir le sommet de la montagne sacrée. L'archange Mwanda Congo y descendit sous la forme du soleil brillant, et foula de ses pieds le sol de la montagne sacrée. 9 aigles géants survolèrent la montagne ce jour-là, il y eut des tonnerres, l'arc-en-ciel apparut sur la montagne et l'étoile de la promesse à 6 pointes, vint s'accoler sur l'arc-en-ciel. Une pluie fine tomba au bas de la montagne en guise de bénédiction du peuple. Les Bena-Congo, à genoux et figure contre terre, juraient de servir leur seul Dieu, en lui adressant un serment de fidélité en ces termes. Nous servirons Nemwanda Congo selon sa volonté. Nous garderons le pays Congo de Nemwanda Congo tel qu'il l'avait voulu. Nous enverrons la lumière de Nemwanda Congo à travers le monde entier selon son désir. Nous concentrerons nos efforts pour notre maîtrise et pour le salut des autres. Nous continuerons la lutte de l'évolution et la paix et à la lumière du cœur. Nous continuerons à garder nos idées à la lumière. L'archange Mwanda Congo donna à Nkembo Vamoneswa une pierre sacrée, appelée Lusunzi, ou Makongo, et les lois qui devraient désormais régir le pays qu'il venait de leur léguer, et dit Congo Tadi, Kabasu Mbasinga. Ce qui signifie le Congo est un, et indivisible. Puis, il bénit les Bena-Congo et les 3 provinces du Congo. C'est sur cette montagne sacrée, que les Bena-Congo ont construit la dernière capitale de leur pays, qu'ils vont baptiser Mbanza-Congo, Mbanza-Lemba, Mbanza-Nkamba, Mbanza-Ngemba, Mbanza-Yenge. Et tous ces noms signifient
la ville de paix. En 691, de l'ère des poissons, c'était la fin des travaux de construction de Mbanza-Kongo, sous la direction du grand artisan Neema Matoko. Partant de Mbanza-Kongo, les Benakogo vont se multiplier, s'épandre, et occuper l'étendue qui va de la rivière Kunene, au sud de l'actuel Angola, jusqu'au fleuve Goué, au sud du Gabon, et de l'océan Atlantique, jusqu'au lac Mai-Ndombe, au Bandundu. Toute cette étendue est l'Empire fédéral du Congo, l'espace culturel Congo, Congo-Diagne-Totela, appelé par erreur Royaume du Congo. Le Royaume du Congo était un royaume démocratique, électif, et fédéral. C'était un système politique dicté par l'archange superviseur de l'Afrique centrale. Ainsi, en démocratie, le royaume du Congo avait des siècles, je dis bien des siècles d'avance, sur l'Europe, et sur l'Amérique. La tradition Congo enseigne que la théocratie, c'est le pouvoir de Dieu, exercé par les envoyés de Dieu, les élus de Dieu. Tandis que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, exercé par les messagers du peuple, les élus du peuple. Les élus du peuple sont les envoyés du peuple, les députés nationaux, ou les députés provinciaux. Au royaume du Congo, la Chambre des députés était composée des civils, des purs politiciens, les députés. Tandis que le Sénat était composé des religieux, des grands prêtres, les sénateurs, venus du temple de la sagesse Congo. Les sénateurs vérifiaient chaque loi, sortie de la Chambre des députés, en fonction de sa conformité au Kodidiamoyo, la loi sacrée, d'origine divine. Toute loi, vérifiée par les grands prêtres, était présentée au peuple Congo, à la place Yalankou, à Mbanza-Kongo, où se trouve cet arbre mystique et millénaire, appelé Yalankou. La sagesse Congo dit que, là où le peuple ne choisit pas librement ses élus, la démocratie n'existe pas. Que le peuple est une pierre très glissante, et si tu ne fais pas la volonté du peuple, tu ne gouverneras jamais, démocratiquement, le Congo. Cette même sagesse Congo enseigne que on peut corrompre un petit nombre de députés, mais on ne peut jamais corrompre des millions de personnes qui forment le peuple. Ainsi, dans la démocratie du royaume du Congo, pour obliger les politiciens d'être fidèles au peuple, tout mandat politique s'obtenait par le suffrage universel direct, au niveau fédéral, et au niveau étatique, c'est-à-dire provincial. Les Bana-Congo, les Bas-Congo donc, ont une expérience démocratique millénaire, dans leur pays millénaire, le royaume du Congo, fondé sur l'inspiration d'un archange céleste, l'archange Mwanda Congo. Nsakunevunda, le grand prêtre, était le gardien du Kodidiamoyo, qui est la loi sacrée du royaume, que l'archange Mwanda Congo, l'esprit divin, donna au mage fondateur du royaume du Congo, au nom du Mfumu Congo, notre Dieu. L'article 1 de cette loi sacrée dit ceci. La loi sacrée ne peut être modifiée, ni transgressée. Parlant de l'unité du royaume du Congo, la loi sacrée dit ceci, il est strictement interdit de balkaniser le royaume du Congo. Car le pays du Congo doit rester cette pierre, qu'on n'a pas le droit de briser en plusieurs morceaux, de diviser en plusieurs pays indépendants. La loi sacrée prévient que quiconque va aller à l'encontre de cette loi, d'origine divine, le payera très cher. Car, tôt ou tard, il sera frappé par des calamités naturelles, qui l'obligeront d'apprendre sa leçon, par la souffrance. Car on ne se moque pas de Dieu, Mfumu Congo. Ainsi, aux étrangers qui viennent au royaume du Congo, la loi sacrée dit ceci. Soumets-toi à la loi du pays hôte, n'y amène pas ta loi. Aux générations successives des Bas-Congo, la loi sacrée leur demande de jurer constamment en disant ceci. Notre Congo nous a été légué par nos ancêtres. Je respecterai la loi sacrée que nous a léguée nos ancêtres, c'est le Kodidiamoyo. Parlant de la terre du Congo, la loi sacrée dit ceci au Bas-Congo. Le ciel est mon père, tandis que la terre est ma mère nourricière. La terre du Congo appartient au clan, donc aux membres du clan Tsakou, du clan Mpanzu, et du clan Nzinga, non à l'étranger. Ainsi, partout chez les négros africains, la terre appartient au clan et non à l'État. Tout homme est fils de Dieu, fils de Né Congo,
Ainsi, parlant des étrangers, qui viennent au royaume du Congo, la loi sacrée dissocie au Bas-Congo. Un village qui n'accueille pas dignement les étrangers, n'est pas un bon village. Mais aux étrangers, qui viennent vivre au Congo, la loi sacrée dit « Soumets-toi à la loi du pays hôte, n'y amène pas ta loi ». Plus loin, la loi sacrée interdit au Bas-Congo de laisser le pouvoir politique du Congo, entre les mains d'un étranger, au royaume du Congo, en disant ceci. Les instruments royaux du Congo ne peuvent être touchés par un étranger. La loi sacrée du royaume du Congo interdit au clan Congo de vendre une portion de leur terre ancestrale à un étranger. Car le pays des Bas-Congo c'est la terre du Congo. Ainsi, vendre cette terre des Bas-Congo aux étrangers, c'est vendre le pays des Bas-Congo aux étrangers. Ainsi, dit la loi sacrée du royaume, la terre du Congo appartient au Bas-Congo, pas aux étrangers. Par contre, la loi sacrée permet aux membres d'un clan Congo de faire louer une portion raisonnable de la terre de leur clan à un étranger de bonne vie et mœurs pour ses activités économiques. En effet, dit la loi sacrée, la terre du Congo ne peut être vendue à un étranger. Entre Bas-Congo, on peut se vendre la terre, mais à un étranger, on la lui prête. La loi sacrée poursuit, en disant ceci au gouvernement royal de Mbanza-Congo. C'est le clan qui prête un morceau de sa terre ancestrale à un étranger, pas le gouvernement. D'après la volonté du Seigneur à Congo, toute personne, toute ethnie, doit avoir sa propre terre, sur laquelle il doit pouvoir vivre en paix et en sécurité. C'est son foyer national, son pays national. La loi sacrée est donc opposée à l'existence des citoyens Congo qui n'ont pas de terre, donc non, aux sans-terre au Congo. Ainsi, lorsqu'un étranger de bonne vie et mœurs a obtenu la nationalité Congo, la loi sacrée permet au clan de vendre une portion raisonnable de la terre du clan à cet étranger, naturalisé Congo. Tout étranger, digne de recevoir la nationalité Congo, est appelé Mabokama Congo. Et la loi sacrée du royaume du Congo dissocie Atum Congo, Atun Congo. Le Mabokama Congo est devenu ton frère. Il n'est plus un étranger au Congo. Pour obtenir la nationalité Congo, l'étranger de bonne vie et mœurs doit remplir plusieurs conditions, telles que être de bonne vie et mœurs, savoir parler le Kikongo pur, avoir assimilé la culture Congo, vivre au royaume du Congo, conformément à la sagesse Congo, avoir contribué au développement et au bien-être du royaume du Congo et de son peuple, les Bas-Congo, etc. Parlant des étrangers qui viennent travailler au royaume du Congo et contribuer à son développement, la loi sacrée dissocie au Bas-Congo. L'investisseur est un lapin, c'est-à-dire un animal peureux. Ainsi ne lui faites pas peur. Sinon il va fuir et s'en aller ailleurs. La loi sacrée du royaume du Congo donne des indications précises au Bas-Congo, dans tous les domaines spirituels et matériels de la vie, et cela depuis des siècles. La transgression de cette loi sacrée expose le Nkolami, c'est-à-dire le transgresseur de la loi, à des sanctions très sévères, de la part du gouvernement de chaque État autonome du royaume du Congo, Luangu, Kuimeba, Kakongo, Mpangala. Tout ceci a façonné la mentalité Congo, et le penchant actuel des Bas-Congo, au respect de la loi, au travail bien fait, à la bonne gestion, et aux valeurs morales et spirituelles. L'archange du Congo avait strictement interdit la prostitution sexuelle. Ayant fait l'inventaire de la population du royaume du Congo, on s'était rendu compte qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Alors, pour absorber l'excédent de femmes, afin qu'il n'y ait pas de femmes sans mari, l'archange Mwanda Congo avait permis à tout homme au Congo, qui en avait les capacités financières, de se marier avec 2 ou 3 femmes. Mais, celui qui va aller chercher la femme d'autrui, avait commis la prostitution, il était donc un hors-la-loi, qui devait être puni. Pour celui-là qui avait transgressé la loi sacrée du royaume, on creusait un grand trou au marché, et ce transgresseur de la loi s'avançait vers le trou,
pendant que la foule criait « Descends, descends dans le trou, monsieur le voyou, le transgresseur de la loi ». Puis, on l'enterrait vivant au marché. De 689 à 1200, de l'ère des poissons, voici les noms des rois qui dirigèrent le royaume du Congo. Le roi Mouabi Maïdi, le roi Azanangamoa, le roi Mbalalukeni, le roi Mbamabakota, le roi Ngongo Masaki, le roi Kalungapunu, le roi Azinga Segele, le roi Nkangamalunda, le roi Ngoyi Malanda, le roi Nkulu Kangala, le roi Ngunu Kisama. En 1227 de l'ère des poissons, le roi Manodian Vuzi accède au pouvoir à Mbanza Congo. La loi sacrée est transgressée. Une grande sécheresse sévit dans le pays. Le prophète Kim aussi se lève contre ces désordres sociaux. En l'an 1230 de l'ère des poissons, le roi Nanga Katanga redresse la situation sociale. Fin de la sécheresse. Abondance spirituelle et matérielle. Après vint le roi Ntede Kabinda, et le grand roi Mouabi Kunene, qui envoya le grand mage Congolo, pour aller organiser politiquement la région de l'Est du royaume du Congo, en direction du Lualaba. Les Baluba vont se révolter, tuer le grand mage Mwamba Congolo, et tourner le dos à la loi sacrée. Or, tuer Congolo, c'est détruire le cercle qui unit et rassemble le peuple élu. Tuer Congolo, c'est aller à l'encontre de l'arc-en-ciel, du dieu solaire Nemwanda Congo, dont le cercle est le symbole. Tuer Congolo, c'est tuer le Congo, c'est marcher à l'encontre du plan du dieu Mwanda Congo pour l'intégration, et la congolisation de l'Afrique centrale. La tradition Congo parle ensuite des terribles malédictions que le grand mage Congolo prononça avant sa mort. Le peuple de cette région se divisa en deux groupes. 1. Le groupe des fidèles du grand mage Congolo. 2. Le groupe des opposants Baluba, qui finit par prendre le dessus. Le conseil du royaume Mbanza Congo donna l'indépendance à cette région fortement congolisée, et décida que la frontière de l'empire du Congo, à l'est, soit ramenée au fleuve Zambezi, à la rivière Lulwa, Mumboyo, du Katanga, du Kasaï, et la rivière Nsanga. La fusion du Congo et du Lualaba échoua donc. La loi sacrée fut transgressée sous le règne du roi Voyopalanga. L'archange Mwanda Congo éleva le prophète Kutumi, qui se dresse contre ce désordre social, et provoque une renaissance spirituelle dans le pays. De l'an 1300 à l'an 1369, se succèdent à Mbanza Congo le roi Mwenedengidi, le roi Nangamutombo, le roi Azinganuzoma. De l'an 1370 jusqu'en 1481, les rois qui dirigèrent le royaume du Congo sont le roi Nkanganimi, le roi Nkuumutimu, le roi Nzingankou. Notez bien que, il y a actuellement deux sortes d'intellectuels en Afrique centrale. Il y a d'un côté les intellectuels centrafricains qui ne connaissent pas le passé lointain de l'Afrique centrale, et d'un autre côté, il y a un groupe d'intellectuels centrafricains qui, grâce à Dieu, connaissent ce passé lointain. Les intellectuels centrafricains qui ne connaissent pas ce passé lointain, et ceux qui le connaissent, ce passé lointain, ne parlent pas le même langage. Nous avons l'impression qu'à force d'avoir mangé trop de sardines sans tête, dans les universités de type occidental, l'intellectuel africain s'est transformé en une véritable sardine, dont la tête pensante reste toujours en Occident. Notions qui sont contraires à les ignorants de la véritable histoire de Congo Diagne Totela parlent d'un prétendu royaume des bêtes, et ils ont inventé celui qu'ils ont appelé le prince du royaume de Luango. Mensonge. Voilà des notions qui sont contraires à la tradition social-démocrate Congo. Car, la tradition Congo ne connaît pas des princes, et des successions héréditaires de père en fils. Depuis son origine, au IVe siècle, le royaume du Congo était un royaume électif, démocratique, au sens moderne du terme. En vérité, le royaume du Congo était simplement la République fédérale du Congo. Son chef porte le titre de Mani-Congo, qui ne signifie pas le roi du Congo. Car, le Mani-Congo veut dire le chef suprême du Congo. Ce chef peut être un empereur, un roi, ou un président. Congo Diagne Totela veut dire l'Union fédérale du Congo. Cette union fédérale peut être un royaume fédéral, un empire fédéral, ou bien une république fédérale.
Ce sont les Européens qui nous ont habitués à parler en termes de roi du Congo. Car les ancêtres Congo, eux, parlaient en termes de Mani-Congo, de Ntotela Congo. Le Ntotela est le titre qu'on donne au chef suprême d'un pays de type fédéral, ou confédéral. Que ce pays soit un empire, un royaume, ou une république. La tradition Congo enseigne que dès sa fondation, le royaume fédéral du Congo était régi par des lois républicaines, démocratiques. Car, dès la fondation du pays de Congo dia Ntotela, la tradition social-démocrate Congo disait Kimefumu, Makiatumbua. Ibafwa, Ibamowayo, Batumbenga. Ce qui signifie, l'accès au pouvoir est une affaire d'élection, d'investiture. Ce sont les vivants, et les morts, qui doivent voter, qui doivent investir. En 1457, se leva le prophète Bouéla Mwanda, qui annonça l'arrivée des Occidentaux sur la terre Congo, et leurs intentions. En 1471, sous le régime de Zingankouou, les Minodélé, c'est-à-dire, les envahisseurs occidentaux portugais, arrivent au Congo dia Luangu, qu'ils baptisent du nom de Rio de Gabao, d'où le nom de Gabon. Ces Portugais venaient de l'Europe, via l'île Kalunga, à laquelle ils donnent le nom de Sao Tomé. En l'an 1482, le Portugais Diego Cao arrive à l'embouchure du fleuve Mwanza, qu'il nomme Zaïre. Par déformation du mot Kikongo, Zari, qui signifie « le fleuve ». Le 3 mai 1491, le roi Zingankouou, converti au christianisme, et baptisé, ouvre ainsi la voie à la pénétration du christianisme dans le royaume du Congo. Pendant que le capitaine portugais Luís da Souza, et les prêtres espions, faisaient semblant de parler de Dieu à Mbanza Congo, les autres soldats portugais, restés au port de Pinda, attaquent les Bakongo habitant les îles de Boulambemba, Boulukolo, Malela, et Mateba, aux fins de capturer des esclaves noirs, à vendre en Occident. C'est le début de l'esclavagisme, la traite atlantique, où 13 millions de Bakongo furent emportés comme des sardines, sans aucune considération humaine, aux États-Unis, au Brésil, en Haïti, à Cuba, à Saint-Domingue, au Jamaïque, en Guadeloupe, en Martinique, etc. C'est à partir de cette date, que les Européens étaient désormais surnommés Minodélé. En langue kikongo, le mot Mundélé, qui fait au pluriel, Minedélé, veut dire terroriste, envahisseur, ou esprit maléfique. Le mot blanc se dit en kikongo, Pembe. Les habitants du Mbanza Congo se divisent en deux camps. 1. Le camp des partisans du christianisme colonial regroupé autour de Nemvemba Zinga, fils du roi Zingankouou. 2. Le camp des partisans du recours à l'authenticité culturelle, regroupé autour de Nepanzu Azinga, appelé aussi Nepanzu Alumbu, un autre fils du roi Zingankouou. En l'an 1506, le roi Zingankouou meurt à Mbanza Congo. Le conseil du royaume élit Nepanzu Azinga pour prendre le trône royal. Mais en l'an 1507, les Portugais assassinent le roi Nepanzu Azinga, à la demande des prêtres catholiques. Nemvemba Zinga, l'homme des prêtres catholiques, monte sur le trône royal du Mbanza Congo. En 1518 à Rome, le pape Léon X consacra Lukeni Luazinga comme étant le premier évêque africain catholique. Lukeni Luazinga était le fils du roi Mvemba Zinga. Le 26 août 1641, les soldats hollandais, sous l'égide du général Cornelis Hendrik, ont attaqué le royaume du Congo, et l'arracha des mains des Portugais. Le 14 octobre 1641, les Hollandais ont occupé la ville de Mbanza Congo. En 1644, le Vatican envoie des missionnaires au pays de Congo dia Ntotela, parmi lesquels se trouve le capucin François de Rome, qui a écrit son livre intitulé « La fondation de la mission des Capucins au royaume du Congo », en 1648. Dans ce livre, le père de Rome donne des témoignages sur l'existence de la démocratie, des droits de l'homme, et des libertés fondamentales au Congo, à une époque où toutes ces valeurs démocratiques universelles n'existaient pas du tout en Europe. Car la première république du monde occidental a été instaurée en 1776 en Amérique et en 1792 en France, après la Révolution française de 1789. Le pays de Congo dia Ntotela avait donc une avance de 14 siècles d'expérience démocratique sur l'Europe. Les pays européens
avait donc un retard de 14 siècles en expérience démocratique, par rapport au Congo. Parlant de la démocratie au Congo, le père de Rome a écrit ceci, en 1648. Au Congo, tant la royauté, que toute principauté, s'obtient par élection et non par succession. Dans son livre intitulé L'Ancien Royaume du Congo, Monseigneur Cuvillier parle également de l'existence de la démocratie au Congo, lorsqu'il dit ceci. La royauté au Congo était élective. Toujours dans son livre cité si haut, Monseigneur Cuvillier témoigne l'existence au Royaume du Congo, des droits de l'homme, et des libertés fondamentales, lorsqu'il dit ceci. Au Royaume du Congo, personne ne pouvait être condamné sans avoir été préalablement jugé. Le plaignant, tout comme l'accusé, avait l'habitude de choisir un avocat, un nzonzi, pour sa défense. Décrivant une séance publique de jugement au Royaume du Congo, Monseigneur Cuvillier écrit ceci. Sur la place publique, le juge s'assied sur un siège placé sur un grand tapis, il tient une baguette en main, à ses côtés, se tiennent quelques hommes choisis parmi les plus intelligents. Les deux adversaires s'agenouillent au milieu, et chacun expose ses arguments. Ceci fait, le juge leur donne l'autorisation de se choisir leurs avocats. Ceux-ci prennent la défense de leurs clients et commencent à discuter leur cause. Après cette discussion, on délibère, et le juge rend la sentence. Conclusion, les Bana-Congo étaient en avance en démocratie, en droits de l'homme, et en liberté fondamentale. Puis, à l'aide de la Bible et des armes à feu, les Européens sont venus supprimer la démocratie, les droits de l'homme, et les libertés fondamentales au Congo, en les remplaçant par la dictature coloniale, les brimades, la tyrannie, le terrorisme de grande puissance, les coups d'État, et les théories du genre, le pouvoir politique est au bout du fusil. Notez ceci, que dans la tradition négro-africaine, le Mbuta, le frère aîné, le sage vieillard, est le garant de la paix. Ce sont les petits qui cherchent constamment à se battre, tandis que le Mbuta, le frère aîné, lui, use toujours de sa sagesse pour éteindre le feu de la guerre et garantir la paix. Par contre, ceux qui ont des droits de veto en Occident, croient que pour gagner des élections chez eux, il faut d'abord aller bombarder l'Irak, ou aller agresser un pays d'autrui. Et s'étonnant des vétos, se prétendent être les frères aînés de l'humanité. C'est la loi de la jungle et de la forêt. Le village planétaire? C'est très bien tout cela, mais où est le sage Mbuta, qui sera le chef du village planétaire? Puisque ceux qui ont des vétos à l'ONU, sont plutôt des terroristes de grande puissance. Oui, après avoir habitué les Africains à vivre dans la dictature et le terrorisme pendant des siècles, aujourd'hui, l'Occident demande et oblige l'Afrique, de revenir au modèle démocratique du Royaume du Congo. Voilà comment on a donné ce grand retard aux Africains, que le monde entier déplore aujourd'hui, en parlant de l'Afrique. L'Afrique avait des grands ensembles démocratiques du genre Empire du Ghana, l'Empire du Mali, le Congo d'Aïn-Totela. L'Europe est venue morceler ces grands ensembles, en les transformant en plusieurs dizaines de micro-États. Aujourd'hui, l'Europe prône les grands ensembles régionaux, tout en soutenant les frontières coloniales en Afrique, frontières qu'on a effacées et supprimées en Allemagne, en URSS, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavia. L'Afrique vivait dans la démocratie la plus noble, la plus pure. L'Europe est venue supprimer cette démocratie, et avait instauré le règne de la terreur pendant des siècles. Maintenant, l'Europe demande à l'Afrique de revenir au modèle démocratique du Congo, tout en continuant à soutenir, secrètement, les dictateurs que l'Occident a fabriqués et utilisés en Afrique pendant des décennies. L'Afrique menait un mode de vie communautaire plein de chaleur, et d'hospitalité. L'Europe est venue combattre ce mode de vie, en prônant des théories du genre, chacun pour soi, Dieu pour tous. Aujourd'hui, de plus en plus de gens en Europe désapprouvent la froideur de l'individualisme, dont le salut se trouve dans l'esprit communautaire africain. Demain, l'Occident demandera à l'Afrique de revenir au Bou-Congo, qui est la voie initiatique Congo, qui a été, et qui est encore, fortement combattue par l'Église chrétienne coloniale, et tous ces évangélistes magiciens, que l'Occident continue à envoyer en Afrique, et à soutenir, avec des moyens multipliés par 1000, pour combattre le Bou-Congo négro-africain, qui est la voie initiatique universelle incarnée dans la tradition négro-africaine.
l'Amérique était une colonie britannique. Après une période de brouille due à la guerre de la décolonisation, qui a opposé les Anglais aux Américains, actuellement, l'Amérique et l'Angleterre sont devenus deux pays amis. Ainsi, nous invitons ceux qui sont sages en Europe, et en Afrique, pour assumer leurs responsabilités, afin de pouvoir bâtir, sur de nouvelles bases, des relations d'un type nouveau entre l'Europe et l'Afrique, et cela pour le plus grand bien du peuple africain, et du peuple européen. Pour cela, on doit débarrasser l'Afrique de ses frontières coloniales, et la restructurer en tenant compte des réalités du terrain. On doit bannir certaines méthodes négatives du passé, pour mettre l'accent sur ce qui est positif et avantageux, pour l'Afrique et l'Europe. Si l'on réussit dans cette voie, alors l'avenir de nos relations sera bon et fructueux. À défaut, alors chacun sera obligé d'aller chercher ses amis ailleurs, et cela par la faute de ceux qui comprennent toujours en retard. Il existe un contentieux Europe-Afrique dans le monde spirituel. De là pourra provenir certaines surprises, si nous ne faisons pas triompher la voie de la sagesse et de la compensation équitable. Ne l'oublions jamais, que ce sont les hommes et les dieux qui font l'histoire. Mais, ce sont les dieux qui ont le dernier mot à dire, car les hommes n'ont que l'avant-dernier mot. Fermons cette parenthèse. En 1654, le père Jérôme de Montesarchio, en promenade au Congo-Diambé, rencontra pour la première fois Maa Koko. Après quelques démonstrations du Maa Koko, le père Jérôme de Montesarchio dit « J'ai vu Maa Koko avec mes yeux, l'homme qui a la puissance de se transformer en fourmi ou en toute chose qu'il veut. » En langue kikongo, Koko veut dire la main. Au pluriel moko. Les 5 doigts de la main, les 5 orifices de la tête. Maa Koko est un grade initiatique du Bukogo, un grade religieux de la religion Kogo, la religion écologique des anciens sémites noirs, et non pas un grade politique. Maa Koko n'était donc pas un roi. Mais c'est plutôt le nom que la tradition Kogo donne à un initié, qui a atteint le 5e degré. Nkaaka, le grand-père. Fermons cette parenthèse. De 1702, jusqu'en 1706, le grand archange du Congo, Nemwanda Congo, consacra la prophétesse Vita Kimpa. Celle-ci avait réussi à réveiller tous les Bas-Congo, et à rebâtir la ville de Mbanza-Congo qui fut détruite. Elle s'inspira, et commença à combattre la religion occidentale sur la surface du territoire Congo. Sous l'ordre de l'Église catholique, les soldats portugais, le père Lorenzo da Luca, et le père Bernardo da Gallo, ont arrêté la prophétesse Vita Kimpa, et la brûlèrent vivante le 2 juillet 1706. En 1758, beaucoup de Bas-Congo esclaves en Haïti commencèrent la guerre pour l'indépendance, sous la conduite de Macandala. En l'an 1822, après la révolte des Noirs aux États-Unis, et au Brésil, un bon nombre de Noirs, contenant une minime fraction de Bas-Congo, furent rapatriés vers l'Afrique, et va créer le Libéria et la Sierra Leone. Au Libéria, les Bas-Congo vont se regrouper, et construire un quartier qu'ils vont nommer Congo Town. Congo Town se traduit en langue kikongo par Mbanza Congo. En 1877, Henry Morton était venu au Congo à la recherche des terres à arracher. En 1880, Savorgnan de Brazza était venu au Congo-Diambé et proclama Makoko comme roi. En 1881, le missionnaire Henry Stanley envoya des espions pour venir détruire la ville de Mbanza Congo. En 1885, les Occidentaux s'étaient réunis à la conférence de Berlin pour partager l'Afrique comme un gâteau d'anniversaire. Ils partagèrent le royaume du Congo en 4 parties, le Congo-Zaïre, le Congo-Brazza, le Congo-Angola, et le Congo-Gabon. En 1921, l'omnipotent archange Mwanda Congo consacra le grand prophète Kimbangu, grand messager du dieu Zambi Apungu, pour devenir le dirigeant du peuple Congo, et réveiller tous les Bas-Congo. Avec le message du prophète Kimbangu, beaucoup de Bas-Congo s'opposèrent à la religion occidentale. Le prophète Kimbangu prophétisa la future indépendance du Congo, et des pays africains. De 1926 jusqu'en 1942, se leva au Congo Diafoua, le Congo-Brazzaville, le prophète Matswa, qui lutta contre la religion occidentale. En 1933, l'archange Mwanda Congo consacra le prophète Matai Mwanda,
pour diriger les Bangunza, et lutter contre la religion occidentale sur la terre du Congo. En 1939, le prophète Padi se leva, et forma l'Église des Noirs en Afrique par le prophète Simon Kimbangu. En 1954, M. Kasavubu était élu président de la BACO. En 1956, M. Diangienda Kuntima créa l'église kimbanguiste. En même temps, en Angola, les Bakongo s'étaient réunis, et fondèrent le mouvement politique, MPLA, Mouvement populaire pour l'indépendance de l'Angola, à la tête duquel se trouva le docteur Agostinho Neto. En 1958, M. Yalaken Congo était élu président au Congo-Brazza. Le 4 janvier 1959, la BACO demanda l'indépendance du Congo. Le 30 juin 1960, le Congo-Kinshasa accéda à l'indépendance sous la présidence de M. Kasavubu. Le 15 août 1960, le Congo-Brazza accéda à l'indépendance. Le 17 août 1960, le Congo-Gabon accéda à l'indépendance. Le 11 novembre 1975, le Congo-Angola accéda à l'indépendance. Le 24 novembre 1965, sous le commandement du général Mobutu, les soldats congolais chassèrent M. Kasavubu, et passèrent le pouvoir à Mobutu. En 1969, l'archange Mwanda Congo consacra le grand maître Mwanda Semi pour diriger les Bakongo, avec comme mission réveiller tous les Bakongo, et les amener à la religion Congo. Reconstruire le Congo, et rassembler tous les Bakongo en un seul peuple. Amener tous les Bakongo à recourir à leur culture. Écrire le Makongo, le livre sacré de la religion Congo, le livre sacré de la race noire. Préparer les Bakongo, afin de s'apprêter à affronter tous les événements qui vont se produire durant la période du Verseau. Provoquer en Afrique centrale, l'émergence d'une civilisation majeure, particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine, par la jonction de l'aspect positif de la culture négro-africaine, et de la haute technologie moderne. Préparer le Zila Congo, et la venue de celui que tous les initiés du monde entier connaissent sous les noms de Nkwatulendo, c'est-à-dire, l'être puissant, tête chauve, fils du léopard, et homme à la soutane jaune. C'est le prochain Messie, le roi divin, le grand Manikongo qui viendra du ciel, et qui réformera le monde à partir du cœur de Katshopa. C'est dans l'objectif d'accomplir cette grande mission qui lui a été confiée par Dieu, que le grand maître Mwanda Semi créera le puissant mouvement politico-religieux, connu sous les noms de Bundu dia Congo. Avant l'arrivée des Européens marchands d'esclaves du XVe siècle en Afrique centrale, tous les descendants de Mamangunu faisaient partie d'un seul et même grand royaume de Congo-Dia-Ntotela. Ce royaume était puissant, très fort, donc difficile à dominer. Ainsi, pour l'affaiblir, les Européens marchands d'esclaves avaient décidé d'introduire la division du peuple Congo en Vumbu, Teke, Vili, Lari, Voyo, Mbundu, etc., en exaltant les différents sous-groupes Congo, en les opposant les uns aux autres, et en les incitant à faire des sécessions, conduisant au démembrement du grand royaume de Congo-Dia-Ntotela, pour finalement aboutir à sa domination, à sa colonisation. Diviser pour régner, telle était la devise des marchands d'esclaves, des colonialistes européens, des Minedele. C'est de cette façon que les Européens marchands d'esclaves avaient inventé le royaume de Luango, le royaume de Makoko, le royaume de Matamba, le royaume d'Angola, le royaume de Musulu, le royaume de Beirundu, le royaume de Bié, le royaume de Chiaka, l'empire Lunda, le royaume de Benguela, le royaume de Kanga, le royaume de Luena, etc. Tous ces faux royaumes avaient comme mission de produire la division et le désordre, qui vont empêcher l'union du peuple Congo, et ainsi affaiblir le grand royaume de Congo-Dia-Ntotela, afin d'aboutir à sa destruction, et sa colonisation finale. Après 5 siècles de désordre colonial, et d'oubli de la vraie histoire du Congo, beaucoup d'intellectuels aliénés par la colonisation, ont fini par croire à ces faux royaumes, qui ne servent qu'à diviser, et à affaiblir notre grand peuple de Congo-Dia-Ntotela. Ceux qui séparent les Bavili, les Banbundu, les Bavumebu, les Bateke, des autres Bakongo, sont des grands ignorants, qui jouent la carte de nos ennemis, les ennemis de notre unité nationale, l'unité des enfants de Mamangunu. Dès l'année 1513 déjà,
le Portugal s'est mis à arracher les terres du Congo du Sud. Ces terres sont devenues un prétendu royaume d'Angola, qui a fini par devenir une colonie portugaise. En 1880, Savorgnan de Brazza invente le prétendu royaume de Bateke, dont la capitale serait à Congo-Diambé. Après, ce prétendu royaume a fini par devenir une colonie française. En 1735, les Européens marchands d'esclaves détachent le cabinet du royaume du Congo, et en font un royaume de Ngoyo, pour les besoins du commerce d'esclaves. À la tête de Ngoyo, les Portugais nomment roi, le mercenaire Mpukuta, travaillant lui-même sous les ordres du capitaine Van Alstyne, un Européen marchand d'esclaves. De même, les Européens marchands d'esclaves ont créé dans les régions nord de Congo-Dialouangou, les faux royaumes dénommés, le royaume de Sainte-Catherine, le royaume de Yamba, au rio de Gabao, alias le Gabon. C'est l'œuvre des négriers de Nantes, de Bordeaux, de Liverpool, et de Lisboa, occupés à détruire le grand royaume de Congo-Diagne-Totela. Tout ce qui a été dit depuis le début de cet audio intitulé « La vraie histoire du royaume du Congo » provient de la tradition des initiés Congo. Or, pour entretenir la division de notre peuple, les intellectuels perroquets, aliénés par la colonisation, utilisent les livres écrits par les ethnologues colonialistes, qui sont des spécialistes du diviser pour régner. Les initiés Congo se moquent éperdument de tous ces livres des ethnologues colonialistes. Car, face aux connaissances immenses que détiennent les grands initiés Congo, leurs écrits sur l'histoire du Congo, et sa tradition, ne sont que des enfantillages. C'est un mélange de quelques vérités, noyé dans un océan de fausseté, où seul un grand initié Congo peut se retrouver, et distinguer le faux du vrai. Puisque ceux qui divisent notre Congo-Diagne-Totela, en royaume Teke, en royaume Luango, en royaume d'Angola, utilisent des citations puisées dans les livres des ethnologues colonialistes, pour confondre tous ces messieurs, je m'en vais maintenant utiliser moi aussi, des citations des ethnologues colonialistes, pour démontrer que Makoko, n'était pas du tout un roi. Car, le roi des Bateke, s'appelle le Mani-Congo, qui se traduit abusivement par le grand roi de Mbanza-Congo, le roi de Congo-Diagne-Totela. Car les Bateke sont des Bas-Congo, et leur pays s'appelle le royaume du Congo, capitale Mbanza-Congo. Vumbuteke. C'est très bien tout cela. Mais allez demander aux Bavumbu, et ils vous diront qu'ils sont des Bas-Congo, des citoyens de Congo-Diagne-Totela. Makoko était paraît-il le roi des Bateke? Son pays s'appelle comment? Bateke étant le peuple, le pays des Bateke s'appelle comment? Car, tout vrai royaume qui a existé réellement un nom, Israël, Équipata, Éthiopie, Zimbabwe, Congo, Mali, Ghana, etc. Réponse, le pays des Bateke s'appelle le royaume de Congo-Diagne-Totela. Le chef spirituel du Congo-Diakati dit ceci. Kinkimba, Lemeba, Boiti, Kimpasi, Ndemebo, etc. étaient des écoles initiatiques du royaume du Congo. Les initiés qui arrivaient au grade de Makoko, dans ces écoles initiatiques, devenaient des chefs religieux, des maîtres spirituels, manifestant des grands pouvoirs spirituels, comme par exemple se transformer en toute chose, marcher sur l'eau, etc. À cause de ces pouvoirs, ils étaient très influents et très populaires dans chaque région du royaume de Congo-Diagne-Totela où ils se trouvaient. À cause de la popularité, et du respect extrême du peuple Congo, vis-à-vis des Makoko, un étranger de passage, et ignorant la tradition Congo, prenait facilement ces Makoko pour le roi de la région. C'est cela que Savorgnan de Brazza a fait avec le Makoko de Congo-Diambé, en 1880, le transformant en roi des Bateke. Depuis lors, la tradition coloniale veut qu'on puisse continuer à parler de Makoko, le roi des Bateke. Ce qui n'est pas vrai. Makoko est un grade religieux, initiatique, que portait un groupe de prêtres Bas-Congo, des grands initiés les Meba, chargés de sacrer des dirigeants politiques du royaume du Congo. C'est en cela qu'en 1654, parlant d'un Makoko qu'il avait rencontré à l'Emeba, le père Jérôme de Montesarchio disait « C'était quand même un grand initié, un grand mage.
Son art diabolique lui permettait de se transformer ou en fétu de paille, ou en brin d'herbe, ou en morceau de bois, ou en fourmi, en un mot, en n'importe quoi comme cela lui plaisait. Le chef spirituel du Congo Diakati insiste sur le fait que l'art de Meakoko est un art divin, que ce prêtre chrétien essaie de dénigrer en le qualifiant de diabolique. Le père Jérôme de Montessarkio dit que ce Meakoko de l'Emeba lui disait qu'il était le grand-père du roi du Congo. Et puisque personne ne pouvait devenir roi à Mbanza Congo, s'il n'est pas issu d'une lignée des purs Bakongo, ce Meakoko de l'Emeba était donc un Mokongo, un Nkongo, un descendant de l'ancêtre Nsaku, l'ancêtre des grands prêtres Bakongo. Le père Jérôme ajoute que Meakoko avait l'habitude de se rendre à Mbanza Congo, la capitale du royaume du Congo, et d'y rester longtemps. En 1887, dans son rapport missionnaire intitulé « Report of Missionary of Steinlepool », le missionnaire Bentley dit ceci. Lorsque je me trouvais au Steinlepool, le Meakoko de l'Emeba s'était rendu à Mbanza Congo, où il était longtemps resté. Le chef spirituel du Congo Diakati explique en disant « Meakoko est un grade initiatique religieux, spirituel, du Bou-Congo, dont le temple central et le chef suprême des Nabi-Congo, se trouvaient à Mbanza Congo. Voilà pourquoi, de tout temps, les Meakoko de toutes les régions du royaume de Congo Dia-Ntotela se rendaient de temps en temps à Mbanza Congo, leur capitale politique et religieuse. Ils appelaient cela monter à Mbanza Congo. Puisque la ville de Mbanza Congo est construite sur une montagne, un haut plateau, qu'on appelle le mont Lemba, le mont Kaila, le mont Kumbaungudi, la sainte montagne de Congo Dia-Ntotela. Monter à Mbanza Congo, c'est comme qui dirait, pour les enfants d'Israël, monter à Jérusalem, au temple de Salomon. Fouillez les archives de la tradition initiatique Congo, le Bou-Congo, et vous allez apprendre qu'il y avait un grand Meakoko à Mbanza Congo, qui jouait, à côté du roi, le rôle de grand-père spirituel du Congo. Au même moment, il y avait un autre Meakoko à Lemba, dans le Mayombe, un Meakoko à Kilembanzaou, dans le Manianga, un Meakoko à Lemfu, un Meakoko à Lemba, à Kinshasa, un Meakoko à Kimpemba, un Meakoko à Kazombo, un Meakoko à Melemba, au Kwiu, à Pointe-Noire, un Meakoko à Kakongo, au Kabineda. Tous ces Meakoko sont tous des Bakongo de clan Nsaku-Nevunda, la caste des prêtres, mais ils ne sont pas tous des Bateke. Car certains parmi eux sont des Vili, des Banbundu, des Babemebe, des Bayombe, des Manianga, des Bazombo, des Balemfu, des Bateke, des Bavumbu, des Bayaka, etc. Pendant qu'il y avait un Meakoko, à Congo-Diambé, de l'autre côté du fleuve Mwanza, au même moment, dans le district de Pumbu, au village de l'Emeba, devenu zone de l'Emeba Kinshasa, il y avait un autre Meakoko. Le Meakoko du district de Congo-Diambé, au Congo-Brazza, était un Muteke, tandis que le Meakoko de l'Emeba, à Kinshasa était un Muumepou. La tradition des initiés Congo enseigne que Meakoko n'est pas un grade politique, un roi, mais un grade religieux, spirituel, initiatique du Bou-Congo. C'est l'initié du 5e degré. Lire le Congo Dieto 836. Dans un même pays, on ne peut pas avoir plusieurs rois à la fois. Par contre, on peut avoir plusieurs pasteurs, plusieurs rabbis, plusieurs imams, plusieurs évêques, plusieurs Meakoko, plusieurs monseigneurs. Car le Meakoko est un rabbi, un nabi, de la voie initiatique Congo, un descendant de l'ancêtre Nsaku. C'est pourquoi on dit qu'il est le grand-père du roi du Congo. Au royaume d'Israël, le clan Lévi était de la caste des prêtres, tandis que le clan Nsaku-Nevunda était la caste des prêtres, au royaume du Congo. Dans la tradition Congo, c'est le chef spirituel Nsaku-Nevunda qui portait le titre de grand-père, Nkaaka, du roi du Congo. Existe-t-il un Meakoko actuellement à Congo Dia-Ntotela? C'est à vous de répondre. En tout cas, Dieu s'appelle à Congo. Il est le né Congo Kalunga, le né Mbomba, autrement dit, Zambia Mpungu. La langue Kikongo est issue d'une parole de pouvoir du dieu à Congo. Le Kikongo est donc une langue d'origine divine. Congo
à Congo, étant le nom de Dieu, par définition, les Bakongo sont un peuple qui porte le nom de Dieu. Le peuple Congo est le peuple élu du grand Dieu Congo Kalunga. Les Bakongo sont la lumière de l'Afrique et du monde. Les Bakongo sont le sel de la planète Terre. C'est pourquoi en vérité, je vous le dis, qui dit royaume du Congo, dit royaume de Dieu sur la terre. Amen. Dans leur Mazimba secret, les grands nabis Congo disent que, le royaume du Congo appartient à tous les Bénin Congo. Tandis que le Congo Diakati, des grands nabis, appartient seulement aux initiés Congo. À l'approche d'un certain événement majeur, qui surviendra sur cette planète Terre, seuls les nabis Congo se réincarneront dans cette partie du royaume de Dieu, et seront autorisés à y habiter. Car, disent-ils, toute l'Afrique centrale deviendra un seul grand temple, dont le Congo Diakati formera le Saint des Saints. Le Mpangala, Kubangu, Kwimba et Kangu étant le lieu saint du temple, tandis que le reste de l'union de Ntimanesi formera la cour extérieure du temple. Le Saint des Saints est réservé aux grands prêtres, disent les grands nabis Congo, dans leur symbolisme vénéré. Peuple Congo, réveille-toi. Car le temps de la promesse du Seigneur à Congo, notre Dieu, est arrivé. Ce temps, c'est Aindukia Kinatimasa. Eyingeta. Eyibobo.